Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie les organisateurs de m'avoir convié pour parler d'une parasitose qui est très fréquente en Algérie, qu'on parle des leishmanioses. Alors, les leishmanioses sont plusieurs entités cliniques dues à des espèces différentes de leishmania. Transmises par un vecteur, ces espèces infestent des cellules du système réticulo-histiocytaire et causent soit une atteinte cutanée, soit une atteinte cutanéo-muqueuse, soit une atteinte viscérale. Donc on va commencer par la leishmaniose cutanée, puisque c'est ce qui est présent en Algérie. Donc elle est présente dans 99 pays dans le monde. C'est une maladie en extension, estimée à 0,7 à 1,2 million de cas par an. L'Algérie, malheureusement, est le deuxième pays le plus touché dans le monde après l'Afghanistan. Il notifie avec la Méditerranée orientale 82% de tous les nouveaux cas du monde. Donc, il y a plus de 20 espèces qui causent cette parasitose cutanée. Ces espèces ainsi que l'immunité de l'hôte vont définir plusieurs entités cliniques. On a la leishmaniose cutanée localisée, la leishmaniose cutanéo-muqueuse, la leishmaniose cutanée diffuse et la leishmaniose disséminée. Donc en Algérie, nous avons la leishmaniose cutanée localisée. Il y a trois cycles différents, la leishmaniose cutanée zoonotique, la leishmaniose cutanée sporadique et la leishmaniose cutanée chronique. Donc elles sont dues à trois espèces différentes, majeure, infantome et tropica, et qui possèdent des vecteurs et des réservoirs différents. Donc, les aires géographiques de ces entités étaient distinctes il y a peu d'années en arrière, mais avec les études sur l'épidémiologie moléculaire, on démontrait un bouleversement de cette épidémiologie avec des aires en extension vers le nord. Alors, il y a aussi de nouvelles découvertes, toujours des nouveautés en Algérie, comme la présence de rongeurs réceptifs à leishmania major, comme l'hérisson, ou bien tout dernièrement un rongeur qu'on appelle le Gerbille amonus, qui a été retrouvé réceptif à ce parasite. Aussi, de nouvelles espèces sont découvertes, comme le Langeroni, le Phlebotomus langeroni, découvert récemment à Djelfa. Donc, comment prendre en charge cette parasitose? Donc, on est tous confrontés à faire le diagnostic, que ce soit dans les secteurs privés ou dans le secteur public, et notamment dans les zones impactées par cette parasitose. Donc, dès que le malade arrive au laboratoire, il faut établir une fiche de renseignement qui va porter surtout sur la date de début de la maladie, le nombre de lésions, le siège des lésions, l'évolution de ces lésions et est-ce qu'il y a un impact, un traitement antibiotique ou un traitement antiseptique. Est-ce que ça répond au traitement ou pas? Donc, mais l'argument pour lequel on peut s'appuyer aujourd'hui, c'est l'argument clinique, puisque l'argument géographique, maintenant, on ne peut pas s'appuyer dessus. Donc, le clou de Biskra ou la leishmaniose cutanée zoonotique, typiquement, ce sont des lésions indolores, exudatives, ulcérées avec des bordures surélevées de quelques centimètres, souvent multiples et siégeant fréquemment au niveau des membres. Et là, je vous renvoie des photos que j'ai retrouvées au niveau du site, postées au niveau du site, pour certains laboratoires de ville qui font le diagnostic. Donc, cet aspect, il est appelé pizza-like. Les formes atypiques, donc elles sont aujourd'hui rapportées, comme par exemple des formes multiples perforées au niveau du front d'un enfant albinos, ou bien des formes sporotrichoïdes, ou des formes érysipéloïdes, ou bien des formes cutanéo-muqueuses. Donc on peut avoir des formes atypiques dues à cette leishmaniose cutanée zoonotique. Quant à la leishmaniose cutanée sporadique, typiquement ce sont des lésions inflammatoires, infiltratives, siégeant au niveau du visage. Et pour la leishmaniose cutanée chronique, atropica, ce sont de petites lésions, moins exudatives, siégeant au niveau du visage, mais également au niveau des membres, mais le diagnostic différentiel avec la leishmaniose à leishmania major est très difficile sur le plan clinique. Donc le diagnostic différentiel doit être établi avec les autres mycoses cutanées ou bien les autres pathologies dermatologiques. Donc,
différents prélèvements peuvent être faits donc, au laboratoire pour pouvoir faire le diagnostic de cette parasitose. D'abord, si on a un laboratoire d'anatomopathologie à côté, c'est la biopsie par punch qui est la meilleure donc, pour le prélèvement de la leishmaniose cutanée. Mais au laboratoire, on peut faire juste un grattage cutané ou bien une aspiration à l'aiguille fine pour réaliser notre test. Donc, il requiert justement un matériel rudimentaire. Après avoir désinfecté la lésion, grâce à un vaccinostyle, on va prélever, donc après avoir enlevé les croûtes superficielles, on va prélever sous le bourrelet périphérique donc, et recueillir les sérosités qu'on va appliquer sur une lame. Donc ici, donc, j'avais mis une petite vidéo, mais je ne sais pas si ça marche. Bon, on passe maliche. Donc les frottis, une fois qu'ils sont séchés, donc, ils vont être fixés soit au méthallon, soit au May-Grunwald. Puis après, on va colorer au GEMSA à 10% et observer au microscope. Il existe aujourd'hui des kits de coloration rapide ou bien des appareils de coloration qui donnent d'excellents résultats. Donc, qu'est-ce qu'on va observer au microscope? On va observer la forme amastygote du parasite et elle est reconnue, elle est petite de 2 à 4 microns avec un noyau et un kinétoplasme qui prennent des colorations rouge-violacées à les différencier des autres artefacts ou bien des plaquettes. C'est le diagnostic de certitude. Mais sa sensibilité, elle peut aller de 15% à 83% parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. D'abord, la charge parasitaire, le stade de l'infection. Plus l'infection est ancienne, plus l'examen direct risque d'être négatif. Aussi, le lecteur, s'il est inexpérimenté, il peut confondre les amastygotes avec autre chose. Les prélèvements, donc le prélèvement, s'il est mal réalisé, donc, ou bien la coloration mal faite, donc on peut avoir des résultats faussement négatifs, ainsi que la prise de traitement par le patient lui-même. Donc, une étude effectuée au Maroc en mettant comme test de référence une PCR, une STET-PCR, la sensibilité de l'examen direct est de 86%. Il faut savoir que dans le cas de la leishmaniose cutanée, il n'y a pas de gold standard dans le diagnostic de cette parasitose. Tout dépend de votre test de référence. Donc, pour augmenter la sensibilité, aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'invite donc à l'examination microscopique et elle permet de relever la sensibilité jusqu'à 83%, mais elle est de spécificité aujourd'hui faible. Donc, ça dépend des programmes informatiques utilisés et elle peut détecter des artefacts à la place des amastygotes. Quant à l'histologie, donc elle a les mêmes capacités que l'examen direct. Donc elle va montrer justement les formes amastygotes de Leishmania dans les histiocytes près de l'épiderme. Elle renseigne sur la pathologie donc, au niveau des tissus. Elle a une sensibilité entre 42% à 70% pour les mêmes raisons que j'ai décrites pour l'examen direct. Sa spécificité est haute, mais on peut confondre avec d'autres parasites ou des champignons comme le Toxoplasma gondii ou bien l'histoplasma ou bien des artefacts. Alors, quel que soit X, donc on va faire quand même la culture. Donc, les sérosités doivent être prélevées stérilement et ensemencées sur le milieu de référence pour les leishmania, qui est le milieu NNN. Le milieu NNN, c'est une gélose salée avec du sang de lapin. Pour obtenir quoi? Pour obtenir la forme promastygote du parasite. C'est la culture, on peut isoler la souche et on peut l'identifier ultérieurement comme un travail réalisé à Annaba. Donc, sur 16 souches qui ont été récupérées, ils ont été identifiés par une technique qu'on appelle isoenzymatique et elle a découvert 3 espèces différentes de Leishmania, dont la première fois en Algérie, Leishmania tropica. Donc, quant à la sérologie, donc, elle n'a pas peu d'intérêt dans le diagnostic de la leishmaniose cutanée. Elle peut être pratiquée par plusieurs techniques, mais les résultats sont aléatoires. Donc, on ne va pas se fier de cet immunodiagnostic. Donc, parce qu'il y a peu d'anticorps sécrétés et on peut avoir, cela est dû à une réponse humorale faible. Alors, il existe aujourd'hui un test rapide
pour le diagnostic de la leishmaniose cutanée qui s'appelle CL Detect Rapid Test de INBIOS International. Donc, il a été approuvé par la FDA pour le diagnostic de la leishmaniose cutanée. C'est un test qui va utiliser comme protéine une peroxydoxine, qui est un antigène impliqué dans l'échappement aux dérivés nitrés et oxygénés lors du stress oxydatif pendant la flambée oxydative dans le macrophage. Ce test il a été évalué dans différents pays, donc, comme le Maroc. Le Maroc il a la même situation que l'Algérie en termes d'espèces, et il a été retrouvé sensible à hauteur de 68% avec une spécificité de 94%. Une méta-analyse a été réalisée en 2023 sur 9 articles publiés dans l'étude marocaine. Donc la sensibilité poulet a été retrouvée à 68%, une très haute spécificité, avec des variations liées au test de référence, de la durée de l'infection et de la souche parasitaire. Conclusion, il n'est pas approprié au diagnostic de la leishmaniose cutanée car sa sensibilité est faible malgré une haute spécificité. Donc, autre manière de récupérer donc, des faux positifs d'un examen direct, c'est l'inoculation à l'animal. L'animal qui peut répondre le mieux, c'est le cobaye ou bien la souris balbecée. Et donc, on va inoculer donc, avec du matériel pathologique une patte ou bien l'oreille de la souris qui va faire l'infection, ou on fait une rétroculture. On peut faire également une rétroculture ultérieurement. Le test de Monténégro, c'est tout simplement un test de l'IDR à la leishmanine qui va explorer une hypersensibilité de type 4, très sensible. Il va être surtout là pour les enquêtes épidémiologiques, pour montrer que le patient a été en contact avec l'antigène dans le passé. Quant à la PCR, donc elle est applicable sur tout type de prélèvement, sur les biopsies, sur les grattages, sur les frottis, etc. Il en existe deux sortes, la PCR en point final et la PCR en temps réel. Donc j'ai choisi juste deux tests pour la PCR en temps réel, la PCR conventionnelle et la PCR LAMP. Donc la PCR conventionnelle, donc, elle donne, d'après les chiffres théoriques, une très bonne sensibilité et spécificité, avec des détections en ADN très basses. Et la LAMP est un test qui est utilisé maintenant, il est commercialisé. Il ne requiert pas donc, un matériel complexe et la lecture elle peut se faire à l'œil nu, donc adaptable donc, dans le milieu sur le terrain. Quant à la PCR en temps réel, donc, on a peu l'habitude de parler de PCR en temps réel pour la leishmaniose cutanée, mais elle peut être appliquée justement, et dans une étude algérienne précédente, elle a permis de rapporter un gain de positivité de 34% par rapport à la microscopie. Une même étude a été refaite récemment en France, dans un centre où il recueille beaucoup de personnes provenant d'Afrique du Nord. Donc, elle a permis également d'améliorer la sensibilité d'un examen direct de 14%. Donc, quel est l'intérêt de ce diagnostic moléculaire dans la leishmaniose? Sensible, spécifique, récupère les faux négatifs d'un examen direct et détection et identification des espèces. Bien sûr, les limites, vous le connaissez tous, équipement coûteux qui est lié à la technique elle-même PCR et le retard de rendu du résultat par rapport à un examen direct. Et il est très peu accessible dans les zones reculées. Donc, l'intérêt, pourquoi faire une identification d'espèces? Alors, tout simplement parce qu'il peut y avoir des coexistences de plusieurs espèces dans un même foyer et la prise en charge thérapeutique donc, d'une espèce, d'une Leishmania tropica est différente du Leishmania major. Et aussi, c'est mieux connaître notre épidémiologie ou l'épidémiologie d'un foyer et on peut détecter de nouvelles espèces. Donc, les travaux effectués en Algérie dans ce sens, donc par PCR-RFLP, donc acétif, deux espèces ont été identifiées à partir de leishmaniose cutanée, Leishmania major et Leishmania infantum. Et pour des travaux qui ont appliqué la PCR séquençage, donc sur 3 travaux donc dans le Maghreb et également en France, donc en Algérie, au Maroc et en France parce que c'est un centre de référence qui reçoit beaucoup de personnes d'Afrique du Nord. Donc tous les 3 travaux ont montré 3 espèces, Leishmania tropica, Leishmania infantum et Leishmania major. Donc en conclusion, donc, la leishmaniose cutanée est fréquente en Algérie. Le diagnostic parasitologique est un diagnostic de certitude et la PCR a un apport certain dans le diagnostic et également dans l'épidémiologie. On passe maintenant à la leishmaniose viscérale.
Eh ben oui, c'est le diagnostic des leishmanioses et je choisis que ce qu'on a en Algérie parce qu'il y a d'autres formes qui n'existent pas en Algérie. Il vous reste 5 minutes, docteur. 5 minutes. S'il vous plaît. Ah, très bien. Alors, pour le diagnostic de leishmaniose viscérale, donc d'abord la leishmaniose viscérale est due à 2 espèces. Leishmania infantum qui cause la leishmaniose viscérale zoonotique et Leishmania donovani qui cause la leishmaniose viscérale anthroponotique. Alors, en Algérie, nous avons la leishmaniose viscérale zoonotique et elle touche l'enfant. On parle de leishmaniose viscérale infantile. Elle touche également l'adulte, mais immunodéprimé, où elle est une infection opportuniste. Alors, comment prendre en charge cette leishmaniose viscérale, qui est beaucoup moins fréquente par rapport à la forme cutanée? Donc, on peut s'orienter par l'épidémiologie, par la clinique et par la biologie. Donc, par l'épidémiologie, par exemple, l'âge du patient, s'il a un enfant en bas âge, on peut évoquer, s'il a les signes cliniques, on peut évoquer la leishmaniose viscérale déjà pour la provenance, parce qu'on connaît les foyers donc, en Algérie comme les zones humides du nord du pays ou bien au sud à Tamanrasset et provenance de Tamanrasset avec des signes cliniques. Bien sûr, ça peut évoquer cette parasitose. Sur le plan clinique, c'est la triade hépatosplénomégalie fébrile qui attire l'attention. Le statut immunitaire, tout VIH avec une fièvre, on doit penser à la leishmaniose viscérale. Et sur le plan biologique, il y a des perturbations, notamment des pancytopénies ou bien des bicytopénies avec hypoalbuminémie ou bien hypergammaglobulinémie. Donc, le diagnostic parasitologique direct, c'est le gold standard. Donc, il peut être effectué sur des prélèvements invasifs, ça peut être une ponction de moelle osseuse, ça peut être une ponction splénique, une ponction de moelle osseuse. On peut avoir des aspirations ganglionnaires si un ganglion est présent, ou bien le sang périphérique sur la couche leucocytaire. Et également, ça peut être d'autres types de prélèvements comme la biopsie hépatique. Donc, on va réaliser un examen direct comme tout à l'heure, je ne vais pas redétailler. Donc, on peut faire des leucocytocentrifugations sur le sang périphérique et on va observer au microscope après coloration les formes amacigotes de leishmania. Il faut savoir les différencier des plaquettes parce qu'elles peuvent être nucléées parce qu'on est dans la moelle osseuse et il faut également les différencier des artefacts et on peut estimer la charge parasitaire par un système de croix qu'on appelle l'index de Ridley. Alors, les performances donc, de ces techniques, plus le prélèvement est invasif, plus la sensibilité est élevée. Et donc, c'est la ponction splénique qui est en première position, suivie de la ponction de moelle osseuse. Mais la ponction splénique, il faut savoir la faire parce qu'elle est très dangereuse. Et c'est juste l'anglo-saxon qui l'utilise en ce moment. Mais sinon, c'est la ponction de moelle osseuse. Tous les autres prélèvements sont de sensibilité faible. On peut trouver des faux négatifs par un mauvais prélèvement, on peut trouver des faux négatifs par un lecteur inexpérimenté. Alors, quel que soit X et quel que soit le prélèvement, on effectue des cultures sur des milieux spéciaux, il y en a plusieurs, je recite le milieu NNN, et on va stérilement ensemencer pour trouver la forme promastygote. Donc la lecture, elle se fait tous les mois, toutes les semaines pendant un mois, on ne peut pas rendre un résultat avant un mois, et on va rechercher la forme promastygote mobile, et si c'est positif, on est obligé de faire des repiquages pour entretenir cette souche. Alors l'avantage donc de cet examen direct, de cette culture, c'est qu'elle redresse bien sûr les faux négatifs d'un examen direct et elle permet d'isoler le parasite viable. Son inconvénient, c'est qu'elle est rigoureuse en stérilité et la contamination, on peut avoir beaucoup de contamination, le coût, donc ça entraîne un coût, sa sensibilité est faible mais une très belle spécificité. Alors, les variantes de la culture, on peut avoir des variantes comme par exemple, je vais citer uniquement sur microcapillaire. Bon, sur microcapillaire, donc c'est créer des conditions de microaérophilie qui sont optimales pour la transformation de la forme amastygote en forme promastygote. C'est une technique utilisée dans le sous-continent indien et qui donne de très bonnes performances, plus de 90%, que ce soit en sensibilité ou en spécificité. Quant au diagnostic sérologique, on a des techniques de screening des anticorps et on a des techniques de confirmation des anticorps. Je ne vois pas. Ah.
D'accord? Plusieurs tests. Et un test, pour être adopté, il faut avoir le label Assured. Assured Criteria, qui veut dire donc il faut qu'il soit abordable, sensitif, sensible, rapide, facile à utiliser, peu d'équipement et disponible. Réunir tous ces critères, c'est difficile. Alors, les techniques à antigènes figurées, nous avons l'immunofluorescence indirecte et nous avons le test d'agglutination directe. Alors, dans tous les cas de figure, ce sont des promazygotes fixés sur l'âme tuée qu'on va utiliser, ou bien dans des plaques de microtitration. L'immunofluorescence donne une sensibilité de 80%, la spécificité 100%, alors que pour le DAT, qui est une très bonne technique, elle donne les performances à 95% selon une méta-analyse effectuée en 2023. L'ELISA, c'est la technique la plus utilisée dans le monde entier d'ailleurs. Le résultat dépend de l'antigène utilisé. Si c'est un antigène soluble, qui sont des promazygotes solubles, donc qui sont fixés sur les plaques, la sensibilité va de 80 à 100%. Mais ça donne des réactions croisées, et les réactions croisées peuvent être dues à la toxoplasmose, d'autres parasitoses, trypanosomose, toxoplasmose, ou même la tuberculose. Alors, la recherche s'oriente aujourd'hui à utiliser ELISA avec des antigènes recombinants. L'antigène recombinant, c'est généralement les plus préférés maintenant, c'est Pultitop. Oui, alors voilà, et qui contiennent un antigène RK39. Le Western blot est la technique de confirmation qui assure le diagnostic et l'épidémiologie. Et il existe un kit dans le commerce qui est coûteux et qui, des fois, il peut être d'interprétation difficile. Alors, les TDR ont révolutionné le diagnostic de la leishmaniose viscérale, notamment dans le sous-continent indien, mais ils sont appliqués aussi ailleurs. Ils utilisent un antigène RK39, qui est une kinésine membranaire de 39 acides aminés, répétitif, isolé de Leishmania shakazi, équivalent de Leishmania infantum, ou de Leishmania donovani. Donc il y en a plusieurs sur le marché, et des méta-analyses ont montré que leur sensibilité avoisinait les 90%, mais on peut avoir des variations en fonction des régions géographiques. Un test commercialisé sous le nom de Kala-Azar Detect est validé par la FDA pour le diagnostic de la leishmaniose viscérale. Il a été récemment... Ah, d'accord. Vous concluez, c'est bon. Merci, mais mes prédécesseurs ont pris beaucoup de temps. Oui, je vais terminer. Donc aujourd'hui, on essaie de l'améliorer avec des antigènes qui sont plus antigéniques, mais toujours avec RK39. La méta-analyse de 2024 montre une sensibilité, une spécificité excellente, bien sûr moins bonne en Afrique. Alors, des techniques de comparaison. Quelle est la technique la plus utilisée ? Je conclus ? Alors, d'accord. Donc, on a plusieurs... J'aurais aimé de parler de la sérologie, de ses intérêts, les autres biomarqueurs, la PCR, donc qui peut être utilisée en point final, comme elle peut être utilisée en termes quantitatifs. Mais le meilleur test aujourd'hui qui avoisine presque le gold standard pour les techniques autres que l'examen direct, c'est la PCR quantitative. Voilà, donc on a des travaux également faits en Algérie. Et en dernier, aujourd'hui, on peut avoir les biocapteurs pour le diagnostic de la leishmaniose viscérale. Alors, qu'est-ce que c'est un biocapteur ? Ils naissent de la... Ok, d'accord. Oh, oui, merci madame. D'accord, donc je disais que pour les biocapteurs, c'est à peu près de la chimiluminescence aujourd'hui pour détecter soit de l'ADN, soit de l'antigène pour la leishmaniose. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.